Allô tout le monde, bienvenue à l'émission Maman d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a un sujet vraiment intéressant. J'ai une invitée spéciale pour nous en parler. C'est Annie-Claude de Mon Équinoxe. Bienvenue, merci d'être là. On, Allô? on va parler avec Annie-Claude de la gestion des émotions chez les enfants. Je pense que ça va être quand même assez intéressant. Qui n'a pas au moins une expérience avec des émotions intenses chez ses enfants, que ce soit des bébés ou un adolescent, là? Puis même nous, en tant que parents aussi, on vit des émotions. Fait que des fois, ça explose hein? Dans nos familles. En tout cas, je parle pour moi. Annie-Claude, merci encore une fois d'avoir accepté l'invitation puis d'être là avec nous aujourd'hui pour parler de ce sujet, un sujet chaud, je trouve, dans, dans les médias sociaux, dans les vies de maman, la gestion, la fameuse gestion. Puis là, je le mets en guillemets parce qu'on s'est parlé, moi et Anne-Claude, avant, puis on va parler du mot gestion des émotions. Fait que je le mets en guillemets. On va parler d'émotions chez les tout-petits. Mais avant, j'aimerais ça que tu nous parles un petit peu de toi, ton histoire, qui tu es, pourquoi c'est toi qui es là, qui va nous parler de ce beau sujet-là aujourd'hui. Tout le monde, allô Cathy, merci premièrement de m'avoir invitée. Je suis vraiment honorée d'être là. Je suis maman, moi aussi, de 3 enfants. 5 ans, 3 ans, puis 1 an et demi. Alors, les émotions chez nous, c'est puissant. Et en plus, j'ai des enfants qui ont de l'énergie là, et sont très expressifs. Et la palette de couleurs, je l'ai au complet dans le foncé puis dans le pâle, toutes les déclinaisons. Donc, moi, après mon congé parental, j'ai décidé de fonder mon Équinoxe, mon équilibre, pour répondre en fait aux besoins des parents qui avaient beaucoup de questions. Moi, je me suis retrouvée aussi dans les deux positions, intervenante familiale et maman. Des fois, les deux se chicanent. Oui, hein? Oui, parce que l'information qu'on a dans les médias sociaux, dans le réseau de la santé et partout, c'est souvent l'information qui s'adresse aux intervenants et on trouve des façons d'intervenir avec nos enfants, de modéliser. Voici comment est-ce qu'on devrait faire pour optimiser le développement de l'enfant. Alors qu'une famille, c'est fait organique et c'est 24 heures sur 24, ça vient avec les émotions, la fatigue et tout le spectre. C'est beaucoup plus complexe et beaucoup plus organique que des techniques. J'ai trouvé, j'ai vécu aussi la détresse parentale par rapport à ça et j'ai pris un bon recul puis je me suis dit, OK, le message, c'est peut-être d'adapter tous ces beaux concepts-là à la famille, à la réalité vraiment de la famille. Fait que c'est pour ça que j'ai fondé mon Équinoxe, mon équilibre, pour vulgariser, pour jaser, pour entrer en relation et pour aider les familles à vivre dans un quotidien harmonieux et équilibré qui leur convient de façon très personnalisée parce que c'est ça ma force. C'est de personnaliser chaque quotidien pour que tout le monde se sente mieux. Autant les enfants que les parents. Donc, c'est assez récent. Oui, oui, tout le monde est là. Le chien, les enfants, les bébés, les grands. Ben oui, mais ça fait toute partie de la famille, tu sais. Bon, je ne fais pas d'éducation canine. J'ai comme un peu glissé, là. Non, c'est vraiment pour toute la famille, puis telle qu'elle est, avec tous les membres qu'elle est. Puis tout le filet social autour, des fois, il y a les grands-parents autour, des fois, il n'y en a pas. Tout le contexte unique de chacun. Voilà, je fais des rencontres privées, je fais d'éducation psychologique. Puis ça, c'est beaucoup en discussion, en causerie, de petits groupes, en grands groupes, puis je me déplace dans des entreprises ou en visioconférence. J'ai un beau modèle adapté aussi aux longues distances, visioconférence présentielle. Fait que c'est ça, j'ai vraiment trouvé mon créneau suite à mon congé parental. Parce que, tu sais, avant d'embarquer là-dedans, juste physiquement, t'es où, toi, si jamais on veut, t'es dans quel coin de pays? Moi, je suis en Montérégie.
En Montérégie. Donc, En Montérégie, Belleuil, McMasterville, Saint-Basile, ces coins-là. s'il y en a qui veulent un service en personne, c'est dans ce coin-là. Je trouve ça important qu'on le mentionne parce que, tu sais, on Ben est oui. tous un petit peu plus loin. Tu as mentionné la détresse parentale. C'est quelque chose qu'on parle, c'est un peu tabou, je pense, hein, comme sujet d'aborder ça. La détresse parentale, je ne pensais pas qu'on irait là, mais il y a beaucoup de familles, j'imagine, qui sont touchées par ça. Est-ce que tu peux nous décrire un peu c'est quoi la détresse parentale? En fait, c'est une des choses avec lesquelles je compose le plus souvent dans mes consultations. Dans le fond, moi, j'interagis principalement avec les parents. Puis, le mot qui ressort le plus souvent, c'est la culpabilité. Les parents se sentent coupables de ne pas offrir quelque chose de parfait. Ils ont peur de ne pas faire la bonne chose. On me dit de faire ça, il faut que tous mes repas soient 100% équilibrés. Il faut que tu sois Ouais. bien pour être disponible pour ton enfant. Fait que ça se peut que tu choisisses de couper dans certaines choses, mais ça ne veut pas dire que toute ta vie, par exemple, si tu te dis, moi, le bac à recyclage, il m'énerve ces temps-ci, tout le monde fait du recyclage. Là. Je ne dis pas que j'en fais pas. Je dis, ça se pourrait que cette semaine, tu en fasses moins. Puis ça ne veut pas dire que tu es une mauvaise personne. J'ai dit ça comme exemple, mais ça va dans tout, parce que le message de la société, c'est qu'on ne peut pas ne pas en faire. Oui, oui, oui. Fait que, d'accepter nos propres fluctuations sans être dans la perfection. Fait que j'ai reconnu beaucoup de détresse dans le besoin de perfection puis la culpabilité quand on n'atteint pas le développement optimal de notre enfant par rapport au sommeil, par rapport... Sommeil. Ouais, là, je sors des gros sujets, là, la boîte de On a Pandore, mais un les familles, c'est épisode ça. complet sur le sommeil avec Bédaine urbaine. Puis je pense qu'on pourra en parler pendant des heures, à n'en perdre le sommeil d'ailleurs. Oui, c'est ça. Ah oui, vraiment. Puis c'est ce que tu nommes, j'ai l'impression que c'est très accentué aussi avec les médias sociaux parce qu'on voit souvent le beau côté. Tu sais, c'est sûr que je ne vais pas, quand je suis avec mon enfant qui a une crise, je ne vais pas sortir mon téléphone pour filmer mon enfant qui pleure, tu sais, puis montrer ça dans les médias sociaux. Tu sais, je vais vouloir accompagner mon enfant. Donc, tu sais, ça, c'est parfait. Euh, mais on ne le verra pas dans les médias sociaux, justement. Donc, on va voir le beau quand je suis en train de regarder mon enfant qui danse, qui est en train d'accomplir quelque chose. Fait que, tu sais, on peut s'imaginer que chez les autres, facilement, là, on peut s'imaginer que chez les autres, ça va donc bien, c'est donc parfait, elle se fâche jamais. Moi, là, je me fâche. C'est Mais ça tabou. va pas bien, là. C'est ça, c'est tabou puis c'est caché, mais à quelque part, quand notre enfant est en crise et qu'on vit cette crise-là en dyade, on danse parce qu'il y a une synchronie qui s'installe, il y a un échange. Puis ensuite, la relation, elle est bonifiée, elle est solidifiée. Des fois, on a peur que la relation se brise à chaque petite crise. Crac. Mais quand on fait un retour, puis on en discute, on rétablit la relation et on la consolide. Fait qu'à chaque crise, bon, durant la tempête, ce n'est pas nécessairement une fierté, Non, c'est ça. mais ça crée des petits moments uniques dans la relation et tellement précieux sur lesquels la relation peut s'appuyer. Puis là, on a vécu une crise, la prochaine, elle va être différente, où on a souvenir qu'on a passé à travers ça, qu'on a survécu. Donc, C'est tout dans le non-dit, mais ça améliore les relations. dire que si je crie après mon enfant, je peux me déculpabiliser si après, je reviens sur la situation. Par exemple, je pourrais aller m'excuser et dire maman aussi, tu sais, toi, t'étais fâchée, moi aussi, j'étais fâchée. Parce que ça arrive des fois qu'on. Moi, je réagis à mon enfant, là, à sa crise, puis je suis comme. Mais c'est absolument ça. Premièrement, là, une crise, moi, je la décline en 3 étapes. Il y a l'élément déclencheur. Il y a quelque chose qui s'est passé. Des fois, c'est nous qui l'avons déclenché. Des fois, il était mûr à faire une crise. Tu sais, là, c'est l'épisode où il arrive de la garderie,
Il se liquéfie sur le plancher quand on lui demande d'enlever ses souliers. Comme, OK, j'ai juste... C'est ça qui se passe en ce moment. Moi, ce que je voulais dans ses céréales, puis c'était pas ça qu'elle voulait. Non, c'était pas tout de suite. Je voulais en manger 3-4 avant de mettre le... C'est-tu l'enfer? Oui, oui. Ah non, écoute, il y en a tellement des situations dans une journée sur lesquelles la ligne de bas mal placée, tout est possible. Mieux vaut en rire, parce que des fois, je suis comme, hey, je peux pas croire qu'on a une crise parce que j'ai mis du lait dans ses céréales. Elle vient de me demander du lait dans ses céréales. Mais c'est tout dans la communication, puis les enfants sont pas aussi habiles que nous à communiquer, puis des fois, nous, on parle trop vite pour eux. Ils n'ont pas assimilé chaque étape, ou la mémoire, elle n'est pas assez efficace, ils n'ont pas une mémoire de travail assez grande pour retenir 2-3 consignes, alors que nous, c'était clair. Ouais. Fait que là, lui, il réagit, il a raison de réagir parce que c'est pas ça qu'il a compris. Puis nous, on réagit parce qu'il me semble que c'était clair, puis c'est toujours du lait qu'il met dans ses céréales de toute façon. Fait que des fois, on ne se comprend pas, puis là, ça fait vraiment une explosion. Puis c'est après qu'on peut s'occuper on peut se comprendre, parce que là, quand les émotions sont à vif, il n'y a plus personne qui sait, il n'y a rien d'intelligible qui se passe. Fait que exactement tout ce que je reprends, il y a l'élément déclencheur, donc il s'est passé le lait dans les céréales, le gros drame. On ne comprend pas trop pourquoi, mais là, on vit avec un état émotif puissant qu'on ne comprend pas tout. Moi, le premier réflexe que j'ai, c'est de me demander, mais qu'est-ce que je vis en ce moment? Comment je me sens par rapport à ça? C'est le matin, je suis pressée, il faut qu'on parte. Là, je n'ai pas le temps de m'occuper de ça. Où est-ce que je peux couper? Comment que j'organise le reste? Pour l'instant, je me sens irritée par ça. Juste de reconnaître qu'on est irrité, de savoir que ça se pourrait que le reste de la chicane soit teinté de cette irritation-là parce que j'ai le droit de me sentir frustrée, irritée, impatiente parce qu'on est pressé. On a le droit. Cela dit, crier quand on est fâché pour souligner une émotion, un ton, c'est pas correct. C'est en phase et c'est très connecté à l'émotion qu'on vit. Ce ne serait pas la chose que j'aurais choisie dans le sac à intervention. Là. Hein? C'est pas le plus souhaitable, tu sais. Mais des fois, être posé constamment, ce n'est pas nécessairement plus souhaitable. Quand on est en phase avec ce qu'on est, c'est voici l'image, c'est clair. C'est ça, c'est mon émotion, je suis irritée, je suis fâchée. On peut même le dire, hey, ça me fâche. T'en voulais toujours du lait. Je suis irritée, là. Même s'ils ne comprennent pas le mot irrité, ils vont finir par l'associer. Éventuellement, oui. C'est ça. Fait que savoir qui on est, savoir après ça comment s'ouvrir pour vivre cette danse, cette transaction-là à quelque part avec notre enfant, c'est que on va pouvoir s'approcher tranquillement, à faire un pas vers lui. Et ça se peut qu'il ne soit pas prêt. Fait que ça va être à tâtons. Est-ce que j'ai mal compris? Est-ce qu'on peut trouver un compromis? Non, tu es trop fâché. Parfait. Je reviens dans une minute. Ou je suis juste là, je prends mon café. Je vais prendre une gorgée. Je vais prendre une gorgée. Fait que ça permet aussi de lui laisser son moment pour qu'il puisse décanter son émotion. Parce que pleurer, crier, se fâcher, ça l'aide à canaliser aussi. Ça se peut que ça déborde et qu'il ait besoin qu'on l'aide à faire le chemin inverse. C'est là qu'on va tranquillement s'approcher, voir son intérêt, sa réaction à la proximité. Des fois, l'humour, ça l'aide à transformer cette énergie-là de je suis fâchée à faire une blague. Là, des fois, la blague n'était pas le bon moment. Des fois, on est à tâtons. Ben, c'est ça. On est à tâtons pour voir sur quel angle je peux l'aider à faire le chemin inverse pour revenir au calme. Parce que des fois, il reste collé sur cette émotion-là plus longtemps parce qu'ils ne sont pas encore maîtres de
leurs émotions, alors que nous, on agit en tant que mentor émotif parce qu'on en a vécu des émotions, on en a vécu des situations, puis on a plus d'outils qu'on peut leur transférer. Voilà. Fait que trouver finalement le petit angle. Puis là, je ne donne pas d'exemple clair parce que ça dépend vraiment des deux personnes. Ça dépend de l'enfant, ça dépend du parent. Puis ça m'amène aussi à penser, tu sais, oui, OK, on agit, on a un rôle de mentor, on veut guider notre enfant dans ses émotions, mais ça veut dire que d'abord, on doit avoir fait un travail sur nous, puis d'être vraiment capable de reconnaître justement que, ben là, moi, je suis en train de vivre une émotion. Tu sais, c'est pas tout le monde nécessairement qui a acquis une certaine intelligence émotionnelle, qui a compris ses émotions, parce que, bon, moi, je viens pas nécessairement d'une génération où on m'a enseigné à comprendre mes émotions. On a plutôt comme non, non, pleure pas. Non, mais là, pourquoi tu pleures? Puis, tu sais, les connaissances ont évolué là, depuis ce temps. Les approches changent. On est beaucoup dans la bienveillance, dans l'approche parentale qui est plus positive. Fait que ça prend un travail aussi du parent à- pour être capable de comprendre ses émotions à lui aussi. Tu sais, tu l'as nommé au début, là, de faire un reflet, de dire, OK, moi, je suis irritée, mais si on n'est même pas capable de faire ce travail-là, on a un petit peu de croûte à manger probablement pour bien mentorer notre enfant dans ses émotions. Bien, c'est pour ça que je le mets en premier, Oui. pour juste se le demander. Puis même si on n'est pas efficace dans la façon de se demander, on a pris le temps. Puis à force de prendre le temps, on va finir par mieux se reconnaître. Puis là, je dis prendre le temps de se reconnaître, ça peut être s'asseoir dans sa voiture avant de partir puis se demander comment qu'on va. Se demander comment ça va tout le temps. Fait qu'après ça, quand il va y arriver une crise ou une situation, on va pouvoir se demander comment qu'on va puis savoir qui on est par rapport à ce moment-là pour vivre cette situation-là. La meilleure façon d'accompagner un enfant dans ses émotions, c'est de se réguler soi-même. Parce qu'on enseigne seulement par le chemin que nous, on prend pour se calmer, on l'enseigne sans le dire, sans être conscient, mais on a pris un chemin quand même, on a réussi à se calmer, puis même si peut-être qu'il y a d'autres du foyer de la fratrie, peut-être qui sont assis à table pour déjeuner, puis peut-être qu'il va voir maman se reculer, prendre une gorgée de café, respirer, même si on ne l'a pas dit, là, regarde maman, qu'est-ce que je fais? Là, je me calme. C'est pas obligé d'être le narrateur. Ça paraît pas, mais je commence à être plus calme. Ça paraît pas, c'est ça qui est important de mentionner. Boucler et le retour à la fin, un coup que les émotions sont redescendues, des fois, c'est tout de suite après. Les émotions sont redescendues, puis là, j'ai compris que tu ne voulais pas du lait tout de suite dans tes céréales. Est-ce que c'est ça? Oui, peut-être que, tu sais, OK, je comprends. Mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on prend un autre bol? Est-ce qu'on prend cela quand même? Est-ce qu'on trouve une solution qui fonctionne aussi avec nos valeurs et avec ce qu'on fait habituellement à la maison, tu sais? Puis des fois, ce n'est pas tout de suite après que l'enfant est disponible. Peut-être qu'il va manger ses céréales fâchées. Puis après, quand on est en train de faire autre chose, ou hey, qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure? Toi, tu n'étais pas content, hein? Mais moi, j'étais surpris. Puis ça me fâchait parce que je pensais que j'avais bien compris. De faire le retour, puis de mettre beaucoup. Là, c'est là que la narration arrive. Ouais. On va dire qu'est-ce qui s'est passé. Il y a plusieurs façons de faire un retour. Le retour, il peut être verbal de cette façon-là. Il peut être physique, faire un câlin. Ça peut être aussi des excuses. Je m'excuse, je me suis emportée. J'ai crié. Je n'étais pas patiente ce matin. Mes enfants commencent à être habitués d'entendre dire. Puis des fois, je dis là, je commence à être impatiente. Là, les enfants sont comme OK, on sait qu'est-ce qui peut se passer. C'est comme instable en ce moment. Mais on finit par se connaître et de savoir c'est quoi notre spectre émotif. Puis, puis d'accepter le spectre émotif de notre enfant étant le sien en tant qu'individu lui-même. Il va reconnaître que lui, il a le droit de vivre son monde et émotif et nous aussi. Puis là, on rentre en relation, puis on se comprend, puis on finit, on s'aime. Ce qui est important,
c'est de souligner que la relation n'est pas brisée Mm. par cette chicane-là. Nous, on le sait, ou on vient de l'apprendre. Puis notre enfant, il faut qu'il sache qu'il n'est pas tout puissant parce qu'il y a ce concept-là. Il pense qu'il peut bien briser des choses. Mais non, maman t'aime même en colère. Je suis là dans toutes tes émotions, je vais être là. Ça, c'est rassurant, puis ça lui permet de s'exprimer en toute quiétude, de savoir qu'il va être repris. Puis à force de faire ce chemin-là, de chicane, de crise, ça se peut qu'ils raccourcissent, ça se peut qu'ils soient moins intenses, ça se peut qu'ils deviennent plus habiles parce qu'il va être dans une zone émotive sécuritaire. Il va pouvoir s'exercer, il va pouvoir se réguler, il va nous voir se réguler. Comme j'essaie de le dire, c'est que ce n'est pas parfait, là. Il n'y a pas de façon parfaite. Il y a juste une façon humaine. Bien, c'est ça, hein, on n'est pas des robots non plus, nos enfants non plus. Puis des fois, moi, je trouve que aussi, tu sais, il y a des journées où on va être plus tolérant en tant que parent que d'autres. Tu sais, il y a des journées qu'elle va crier ou elle va me dire je t'aime plus, maman, puis ça va me passer 10 pieds par-dessus la tête. Puis il y a un exemple qui est arrivé pas très longtemps après qu'on se soit parlé pour notre rencontre préparatoire que j'ai pleuré devant ma fille parce que là, moi, j'avais pas un bon matin. J'étais à fleur de peau dans mes émotions, puis elle me dit ça, puis je me suis mis à pleurer parce que là, j'étais là, voir que ma fille, elle me dit qu'elle me fait, envie, elle me racontait qu'elle voulait plus que je sois sa maman, qu'elle allait s'acheter une nouvelle maman. Puis là, j'ai dit, ben, ne mange pas comme ça, tu peux pas vraiment t'acheter une nouvelle maman. Fait qu'elle me dit, ben, toi, tu vas aller dans une autre maison. Puis la maman de cette maison-là, elle va venir ici. Puis là, je suis là, hey, là, ça va faire. Tu sais, c'était too much pour ce matin-là. Elle m'aurait dit ça le lendemain, j'aurais peut-être ri. Tu sais, fait qu'il y a aussi, quand tu mentionnes qu'il faut se demander comment qu'on va, puis où est-ce qu'on en est, nous, je pense que ça peut avoir un impact aussi sur, tu sais, nos enfants, ils sentent aussi notre vibe, là, notre énergie, puis des fois, on va être plus tolérant face à une crise, puis d'autres fois, moins de patience, plus de fatigue. Fait que, tu sais, on n'est pas des robots, on ne va pas réagir tout le temps de la même façon face à une même situation. Puis, dans le fond, ce que tu me dis, c'est que c'est correct. C'est correct d'être humain puis de se tromper ou de pas le faire parfaitement pourvu qu'on en vient à faire un retour. Puis, dans notre rencontre préparatoire, justement, tu nous parlais que ça permet de solidifier notre lien d'attachement. Donc, toi, tu passes beaucoup avec ton approche avec l'attachement. Fait que si tu veux nous parler un peu justement de cette particularité-là de l'attachement, je sais que c'est quelque chose que tu aimes beaucoup. Donc, lâche-toi lousse dans Ben, c'est pas mal mon filon d'intervention, l'attachement, la relation, en fait. C'est un terme qui commence à être plus connu, mais encore une fois, c'est un terme d'intervenant, c'est un terme de professionnel, c'est un terme clinique. C'est une théorie, en fait. Une grande théorie longitudinale qui, moi, quand j'ai entendu parler de ça à l'université, j'ai fait « Oh, qu'il y a quelque chose à faire avec ça, je ne sais pas où que ça va m'amener, mais ça me parle. » En fait, l'attachement, c'est la relation que bébé entretient avec son parent. Donc, il émet des comportements d'attachement pour qu'on s'occupe de lui parce que lui, sa job, c'est de survivre et il a besoin de quelqu'un pour survivre. Donc, il va faire des comportements d'attachement, puis nous, en réponse, on va les comprendre et y répondre le plus adéquatement et rapidement possible. C'est ça qui va faire en sorte qu'il va se sentir en sécurité. Puis lui, il va tranquillement peaufiner ses comportements d'attachement parce que quand tout petit bébé arrive, c'est pas clair. C'est pas mal tout similaire, tout à la même fréquence. Ouais. Puis finalement, ils finissent par devenir meilleurs pour compléter. Puis moi, ce que j'aime voir l'intervention plus tard avec les enfants, c'est que c'est la même chose. L'enfant va communiquer au meilleur de ses compétences tout le temps. Même si il est fatigué, ça se peut que ça sorte tout croche. Ça se peut que, tu sais, il va prendre le mieux pour nous dire c'est quoi son monde interne, puis comment est-ce qu'il peut déposer sa sécurité entre nos mains. Parce que c'est ça que ça fait un bébé. Il se dépose entièrement, tu sais, les premiers jours, les premiers mois, la première année, il se dépose complètement dans nos bras, dans nos mains pour qu'on s'occupe de lui.
qu'on s'occupe de sa sécurité. Mais plus tard, c'est aussi ça. Tu sais, là, vers 9-10 mois, là, on parle d'angoisse de séparation, puis tout ça. Bien, les enfants ne veulent jamais être séparés du donneur de soins principal, souvent un parent. On va dire maman, parce qu'on est deux mamans, puis on est à maman d'aujourd'hui. Donc, c'est ça, les enfants vont choisir souvent un parce que cette personne-là passe plus de temps et comprend plus rapidement et fait plus d'erreurs, donc est plus habitué à savoir et à comprendre c'est quoi que ça veut dire, tous ces comportements pour se faire comprendre, là, des comportements d'attachement. Le lien qui unit maman à bébé, c'est pas l'attachement. Non? C'est un lien affectif. Ben non, parce qu'on ne dépose pas notre sécurité dans notre enfant. T'sais, si on s'attend à ce qu'il nous prépare à souper, ça se peut que ça soit long. Un bon 18 ans. C'est ça. C'est ça. Fait que moi, j'utilise cette formule-là. On répond aux besoins. Je l'utilise tout le temps. Je trouve que ça ne passe pas date. On va répondre aux besoins de notre enfant, puis on va essayer de comprendre comment. C'est quoi son message derrière son comportement? Il n'est pas nécessairement habile tout le temps à dire qu'il est fâché, qu'il s'est fait rejeter à l'école, mais il n'y a pas tous les outils pour nous dire comment, parce que c'est social, puis c'est compliqué. Donc, il va prendre tout son possible pour nous dire qu'il n'a pas aimé une situation, puis il va l'expliquer. Bref, il va faire de son mieux tout le temps. Oui. Pour Puis, continuer de ça a aidé justement via les 3 étapes, là, de se reconnaître, d'aller réparer, si on veut, de faire le retour après ça pour dire, ben, peut-être que nous, on a perçu que son émotion, c'était OK, tu étais fâché. Fait que là, on l'aide à faire comme, ah, OK, c'était comme ça que je me sentais. Ou des fois, je pose la question à ma fille, tu es fâché ou tu es triste, tu sais, parce que elle pleure, mais je ne sais pas si elle pleure parce qu'elle est contrariée d'une situation ou parce qu'elle est triste. Fait que des fois, je lui demande, des fois, elle ne sait pas. Fait que, mais au moins, j'essaie de voir, justement, ça peut être quoi son émotion derrière, puis de commencer à voir. Puis des fois, elle crie. Ma fille, elle crie vraiment beaucoup, là. Je vais être sourde là, vraiment bientôt. Fait que là, le bébé fait la même chose. Tu sais, la petite de 1 an, là, on le voit, là. Elle fait pareil, puis je suis comme « Oh non! » Elle copie, elle n'a pas ce qu'elle veut, elle hurle sa vie, puis je suis comme « Mais mon Dieu! » C'est fou! Et puis je suis comme « OK, est-ce qu'on peut le dire avec un petit peu moins de voix, peut-être? » On fait quoi avec des enfants qui crient de même? As-tu une réponse pour moi? Il n'arrêtera pas de crier tout d'un coup, je pense. Ouais. Mais ce que j'aime, c'est en réponse à un cri, des fois, je vais chuchoter. Ça va juste prendre l'énergie puis la ramener. Puis, comme tu dis, des fois, les plus jeunes vont faire comme les plus vieux. Bien, à la table, j'ai mon bébé qui crie parce que les autres crient pour aucune raison. Puis là, elle me voit faire « Là, j'ai mon bébé. Oh, Là, j'en ai déjà 1 sur 3 qui le fait. Puis là, 2 sur 3, puis il y en a un qui va fermer la lumière. Mes enfants sont bien impliqués. Ils s'impliquent beaucoup dans toutes les situations. Mais oui, en réponse à certains cris, ça peut être de parler doucement. Mais pas, tu sais, il y a des cris que ça va être plus pour nous éloigner, puis il y a des cris qui vont être plus pour s'exprimer. Mais rapidement comme ça, je trouve ça le fun d'essayer ça pour que ça canalise la tension et l'émotion. Puis là, on finit par se parler sur un ton agréable, de dire « Hey, je te comprends mieux quand tu parles doucement. » Puis moi, ça fait du bien. Puis là, on peut faire un câlin, se déposer. Puis après ça, qu'est-ce que tu voulais dire? Fait que, il y aurait toutes sortes de façons, mais tu sais, rapidement comme ça. Je t'en redonnerai des nouvelles. Oui, ben, non, mais c'est pas magique. Je sens que je vais chuchoter beaucoup dans les prochaines fois. My God. J'avais une question juste avant qu'on commence l'enregistrement.
je t'ai parlé des fameuses terminologies qu'on donne souvent à certaines phases. Donc, je fais allusion au Terrible Two, au Three-Nager et au Fucking Four. Tu Ouais. penses quoi, toi, de ces belles étiquettes-là qu'on met sur nos enfants? Moi, je trouve que c'est une façon parmi tant d'autres de dire que nos enfants vivent des changements, des pics de changement. Cette façon-là, ce qui arrive, c'est que je la trouve péjorative, un peu négative et comme si l'enfant était un irritant. Parce qu'il fait ça, je suis pognée avec ça. Puis on dirait que le Terrible Two a arrêté à 6 ans. Ben c'est juste de la régulation des émotions, selon moi. Moi, je fais juste tabula rasa. Je mets ça tout sur le même piédestal. C'est vrai qu'il y a des pics d'autonomisation puis de dire je vais dire non parce que je me fais dire non souvent, puis je vais le dire très fort, puis je vais m'affirmer, puis je vais dire non en faisant ce que tu me demandes aussi. Tu sais, il y a des fois, hey, ça, c'est cute. Ça, là, non, j'irai pas me laver les mains. Ça, je trouve ça délicieux. Mais ouais, je trouve que cette terminologie-là fait en sorte que on est comme assujetti devant la situation alors qu'on a le même accompagnement à faire, la même recherche de réponse de cet enfant-là m'explique, il dépose dans mes mains sa sécurité affective émotive. Qu'est-ce que je fais avec? Au lieu juste de dire, bon, ben, écoute, je suis pognée avec un enfant en crise tout le temps, je vais prendre son émotion avec lui, puis je vais l'aider à se déposer. Fait que c'est là où est-ce que je trouve ça le fun de voir ça un peu plus complexe que c'est juste de la colère, juste des cris. Ça répond-tu à ta question? Oui, puis moi, je trouve que ça revient aussi avec la responsabilité, ben, pas la responsabilité, mais aussi le sentiment d'empowerment des parents, de dire, ben si on dit, ah ben c'est le terrible two, je peux rien faire, c'est que tu laisses ton pouvoir complètement aller et tu deviens une victime de ton enfant, de sa phase terrible two, alors que si avec ton approche, par exemple, on se dit, OK, tu sais, c'est une phase de plus dans le développement, mais il y a des choses qu'on peut faire quand même. Puis de garder son pouvoir personnel de parent va nous aider sûrement à passer à travers ça plus facilement. Bien, c'est ça, puis ça continue de construire la relation avec notre enfant. On continue de tisser des liens, puis à vivre des émotions. Puis on n'a pas juste des émotions négatives avec nos enfants, on en a plein des positives. Tu sais, les chatouilles sur le sofa, c'est des grosses émotions aussi, puis c'est un beau moment d'expression, puis de tisser des liens. Autant, puis là, j'aime pas ça dire des émotions positives puis des émotions négatives. C'est des émotions. Des émotions. Elles sont riches de toutes parts. C'est ça, mais on a beaucoup été catégorisés, hein, comme je mentionnais un peu tantôt. L'éducation par rapport à ça a beaucoup évolué dans les dernières années par rapport aux générations de nos parents, nos grands-parents, par exemple. Tu sais, reconnaître ses émotions, je sais pas, je vais oser le dire, même s'il y a des chances que ma maman écoute, mais je ne sais pas si des fois, même mes parents comprennent leurs propres émotions qu'ils vivent parce qu'on a appris, en tout cas, moi, je trouve que j'ai appris beaucoup à refouler et à ne pas reconnaître, puis justement à catégoriser. Ça, c'est positif, c'est permis, c'est correct, puis ça, ben c'est négatif, c'est pas permis, c'est pas correct. Fait que, c'est comme il y a des émotions correctes, puis il y a des émotions pas correctes, puis les pas corrects, on les refoule, on les vit pas, puis fait que là, il y a du ménage à faire aussi en tant que parent, puis de ne pas transmettre ça à nos enfants, de dire, ben, tu n'as pas le droit d'être fâché ou pleurer, c'est pas correct, ou c'est pas. Des fois, il y a un petit clash, hein? Bien, on est à un beau moment socialement pour se poser ces questions-là. On est dans une belle transition. On amène la pleine conscience aussi dans nos vies. Il y a beaucoup un retour à vivre en conscience, vivre puis de façon unique, vivre ce qu'on a à vivre, puis on a le droit de le vivre. C'est une belle autonomie qu'on a. Au lieu d'avoir un regard collectif qui te dit tu dois faire ou tu ne dois pas faire, là, on se positionne. Hey, moi, j'ai le droit d'être ça, puis je vais mettre mes couleurs dans le respect des autres.
Fait que c'est tout ça, parce qu'on n'a quand même pas le droit de mordre, on n'a quand même pas le droit de frapper. C'est tout ça qu'on essaie aussi d'apprendre à nos enfants. Puis c'est pas facile de comprendre le comportement, de voir un comportement qui est non souhaitable, comme il tire les cheveux de sa sœur, hein? Hein, il est en train de mordre, puis de voir, mais qu'est-ce que tu veux dire? Fait que des fois, moi, quand ça arrive, un geste agressif chez mes enfants, je les sépare, premièrement. Avant de dire que c'est pas correct, mais qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Là, tu as mordu, ta sœur est en pleurs. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Mais là, je voulais passer en premier. Ah! Mais moi, je voulais pas qu'il passe en premier. Fait que j'ai bloqué le chemin. Fait que lui, il s'est senti coincé. Elle, et l'a mordu, alors qu'elle, elle voulait juste pas qu'il soit le premier. Fait que là, on peut faire un retour comme, est-ce qu'on s'est compris mieux en parlant ou en... Fait que des fois, prendre un pas de recul, je leur enseigne à reculer. Recule et parle. Mais écoute, c'est pas acquis. Ben là, ils ont tout en bas de 5 ans quand même. Hein? Ben, c'est ça. Mais une fois de temps en temps, ils sont capables de le faire. Une autre fois de temps en temps, là ça s'est passé hier avant qu'ils viennent se coucher. Fait que la fatigue était là. Ça voulait être le premier en haut des marches, mais heureusement, ils montaient tout en haut avec enthousiasme. Ah oui, puis ça, moi, je le remarque aussi beaucoup. Mes filles sont rough. Moi, c'est pas des petites douceurs, là. Ça se pousse chez nous, là. Puis là, le bébé a commencé à se défendre maintenant parce que, tu sais, elle a appris de sa grande sœur. Puis c'est ça, des fois, que moi, j'essaie de montrer à ma fille. Je suis comme, regarde, qu'est-ce qu'elle vient de faire. Elle t'a frappé. Mais c'est parce que toi, tu l'as frappé aussi l'autre jour, là. Fait qu'elle, elle pense que c'est correct, que c'est comme ça. Fait que là, de faire comme un petit ping-pong de hey, elle vient de faire pareil comme toi. Ouais. Est-ce que tu te sens bien? Ah non, bon, ben, elle non plus, elle ne sent pas bien quand tu fais ça. C'est vraiment une gymnastique, un apprentissage aussi pour le parent là, quand il y en a plusieurs. Là. Fait que d'en gérer un, c'était quelque chose, là, les deux, puis le troisième qui s'en vient, ou qui est peut-être déjà au moment où on partage l'émission. On ne sait pas. Mais c'est un ping-pong quand même, là, C'est d'apprendre toute là l'importance de le vivre pleinement, ce moment-là. C'est un moment social, c'est un moment relationnel, puis d'être dedans plutôt que d'être dans notre tête, en se dire « Hey, mes enfants ne sont pas supposés chicaner autant. Hey, comment ça, j'ai le goût de crier? Hey, comment ça? » Mais non, on va le vivre. Puis quand tout sera déposé, on en parlera en famille. Comme ça, au moins, on se permet d'exister comme on est puis d'avoir nos émotions telles qu'elles sont. Puis après ça, on parlera des comportements liés à ces émotions-là. Hey, j'ai crié, hey, j'ai tapé sur la table, hey, j'ai mordu ma soeur, tu sais, tout ça. Puis là, il y a un mot qu'on a dit tout à l'heure souvent. On a parlé de la gestion des émotions. Oh, ça te fait lever le poil sur les bras, je pense. Ça me fait friser, dis-le. On t'est déjà frisé, fait que là... On le dit souvent, je pense. Fait qu'on ne gère pas des émotions, dans le fond. Hey, on gère de l'argent, on gère, j'ai pas d'idée, mais on gère plein d'autres choses que des émotions puis des enfants parce que c'est des êtres à part entière, on est un être à part entière et puis on les accompagne, on les guide à travers leurs émotions qui les dépassent. Comme j'ai dit tout à l'heure, on est mentor. Par définition, on est parents, on est plus vieux, on a de l'expérience, Et puis, je trouve ça d'autant plus le fun de dire que je me suis occupée de mes enfants toute la soirée plutôt que j'ai géré les enfants toute la soirée. Il me semble que j'ai une meilleure soirée, même si ça n'a pas été facile dans les deux cas. Tu sais.
Même si c'est la même soirée, la façon d'en parler, oui, effectivement. Puis je trouve que tu amènes un point intéressant aussi qui je crois, a évolué avec les générations passées, de dire que on n'est pas supérieur à notre enfant parce qu'on est plus vieux. Hein. On est mentor, oui, on est là pour les guider, oui, mais moi, je trouve qu'on apprend beaucoup de nos enfants aussi. Puis je pense que c'est bien de se ramener dans cette humilité-là qu'on peut autant apprendre d'eux qu'eux apprennent de nous. Parce que honnêtement, tu sais, moi, apprendre à gérer, à reconnaître mes émotions, ben, c'est grâce à mes enfants. Parce que là, j'ai pas le choix. Mais non, on ne Donc, peut pas ils les éviter, là. m'apprennent aussi. Donc, de se ramener des fois égalitaire, humain à humain, c'est pas Mm. parce que c'est un humain de 4 ans qu'il y a moins de valeur qu'un humain de 35. Tu sais? Donc, on est deux humains qui vivons des émotions, puis on peut s'aider, mettons. Oui, nous, on est là comme mentor parce qu'on a plus d'expérience, mais ça ne fait pas de nous. Puis encore là, plus d'expérience, des fois, je ne sais pas si j'ai tant d'expérience que ça à reconnaître mes émotions. Fait que, tu sais, je peux. C'est bien de se ramener à ce niveau-là aussi, de dire que les deux, on est des humains, tu sais, on est des humains à part entière, comme tu disais, puis on n'est pas plus. On n'a pas plus de valeur un que l'autre, là. Ben non, puis on se doit un respect mutuel. Puis dans le regard qu'on va offrir à notre enfant sur lui-même, lui, il va se construire. Il va construire son identité dans notre regard aussi. Fait que si on l'estime, puis on lui dit qu'il a le droit de vivre des émotions, que ça nous blesse, puis que ça, quand il y a de la chicane, puis il y a des gestes violents, par exemple, que ça grossit la chicane, mais qu'il n'est pas une mauvaise personne. Tout le discours et tout le regard, puis tout le... C'est pour ça que je parle de guide. Parce que, mais eux, ils nous guident aussi, parce qu'ils nous guident dans des zones inconfortables, Oh oui, souvent! des zones qu'on n'aurait pas visitées si on n'avait pas eu d'enfants. Parce que 5h30 le matin, les enfants qui se chicanent, C'est de bonne heure! Ça te commence une journée, hein? Ouais, écoute. Ça, c'est quand c'est pas à 3 heures du matin et 5h30, c'est bon, là! Oui, toutes les heures sont possibles. Puis là, ramène les hormones de sommeil là-dedans, te piger la mauvaise humeur. Le beau cocktail! Ouais, Mais super, Annie-Claude, on a vraiment abordé très large, je trouve, en même temps. Donc là, si on ramène, parce que moi, tu sais, j'ai appelé l'émission La gestion des émotions, là, ouais. quand même. Donc, on enlève ce mot-là le plus possible maintenant de notre vocabulaire, si on veut, de parents. Puis au contraire, on mise vraiment sur la relation, sur l'attachement, sur l'apprentissage, puis vraiment là, d'y aller dans le donnant-donnant finalement, parce que nous aussi, on apprend à travers ça à devenir. Tu sais, on ne peut pas apprendre à être parent sans enfant, dans le fond. Là. Fait qu'on est en apprentissage, nous aussi, puis on ramène l'indulgence et la bienveillance, autant envers nous. Fait que, tu sais, là, je vais me sentir moins mal que j'ai crié. Je me suis excusée. Fait que bon, Ben, c'est ça. on est correct. Mais vraiment de se ramener en mode humain, puis qu'on fait toujours de notre mieux. Je pense que c'est important de se le rappeler aussi que on fait de notre mieux. Hein? Des fois, Nos enfants font on de leur regarde, mieux. on est comme, hey, on sait-tu pas ce qu'on fait? On est tellement dans le champ, on ne sait aucunement comment élever nos enfants, mais en même temps, on est les meilleurs parents pour nos enfants, puis on est dans un apprentissage. Pourvu qu'on reste ouvert, je pense, c'est une clé importante aussi là, d'être ouvert à changer, évoluer, prendre conscience, nous aussi s'élever à travers ça pour le bien de nos enfants, puis les futures générations. Ça va continuer comme ça. Mais Annie-Claude, merci d'avoir pris le temps de nous transmettre tes pépites. Puis, si jamais on a besoin de coaching plus
de coaching individualisé, dans le fond, pour si on a des situations plus difficiles, puis que justement, on se rend compte qu'on n'y arrive pas, là, puis on n'a aucune idée de ce qu'on fait, on n'a pas de stratégie, on se sent dépourvu, il y a de l'aide qui existe avec toi, par exemple. Donc, je vais mettre dans la description comment on peut te rejoindre. Alors, si les gens, si les mamans qui sont ici ont besoin d'outils, on peut aller te découvrir sur mon Equinox et on peut te contacter n'importe quand. Puis, tu vas pouvoir guider les parents pour se sentir plus zen et serein, j'imagine, dans leur relation. Avec plaisir. Merci de m'avoir invité à ton émission. Merci d'avoir accepté. C'était un grand plaisir d'échanger sur ce sujet-là. J'ai appris plein d'affaires. Donc, j'espère que ça va avoir été utile aussi aux mamans qui étaient à l'écoute. N'hésite pas à partager tes commentaires, à partager aussi la vidéo pour aider d'autres parents qui pourraient en avoir de besoin de remettre les choses en perspective. Je pense que c'est ça qu'on a fait aujourd'hui. On a mis des points sur les i, les barres sur les t, mettre les choses en perspective, puis se calmer la culpabilité. Donc, merci encore une fois, puis on se retrouve dans un prochain épisode. Bye! Bye!